est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Présent en Guinée-Bissau depuis hier samedi, le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, prend part ce dimanche à la 63e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Le vice-président représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, à cette importante rencontre qui s'ouvre aujourd'hui. On en parle au début de journée. À la faveur de la journée internationale de destruction des armes légères et de petits calibres célébrée ce 9 juillet, le gouvernement s'est exprimé via le ministre de l'Intérieur, Vagondo Dionandé. Des milliers d'armes en mines antipersonnelles et munitions non explosées ont été détruites. Le message du gouvernement à suivre dans ce journal. Et dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, au moins 16 volontaires pour la défense de la patrie et des civils ont été tués au cours d'une attaque dans une localité située à une trentaine de kilomètres à l'est de Boutsa. C'est le village de Kogsablego qui a été la cible de cette nouvelle attaque. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Ce 13h, nous parlerons de questions relatives au programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Lancé le 22 janvier 2022 à Toubor, dans la région du Bounkiani, par le Premier ministre Patrick Hachi, le programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord vise à renforcer la résilience économique et sociale des populations du Nord qui font face au risque d'attaques terroristes à raison de leur proximité avec le Mali, le Burkina Faso et bien d'autres. Les régions concernées par ce programme sont la Bagoué, le Bounkiani, le Folon, le Kabadougou, le Poro et le Tchologo, composantes du PS GOUF2. Ce programme est mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique avec l'appui de ses partenaires techniques nationaux et internationaux. Ce programme, comment est-il déployé sur le terrain? Pour quel impact aux résultats obtenus? Pour en parler, nous recevons le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle, du Service civique, qui est donc avec nous sur ce plateau. Monsieur le ministre Touré Mamadou, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, une question juste avant d'entrer dans le fond du sujet. Les populations cibles sont-elles véritablement impactées par ce programme? Elles sont senties au résultat. Nous visions 22 000 jeunes dans les 6 régions. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 23 000 jeunes qui ont été impactés. Et nous aurons l'occasion, donc, au cours de cette édition d'en parler. Effectivement, monsieur le ministre, dans un instant, nous irons dans le détail de cette actualité. Mais avant, tournons nos regards vers la Guinée-Bissau. Nous le disions à l'instant, à l'entame de cette édition, où se trouve depuis hier le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, qui représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ainsi qu'à la 63e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'ouvre d'ailleurs aujourd'hui. Viviane Aïma. Le vice-président de la République, Kone Tiemoko Melie, est arrivé dans la matinée ce samedi 8 juillet en Guinée-Bissau. Il représente le président de la République, Alassane Ouattara, à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui s'est tenue ce samedi dans la capitale bissau-guinéenne, portant sur l'évaluation prospective de l'Union à l'horizon 2040. Ce dimanche 9 juillet, le vice-président représentera le président de la République à la 63e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, consacrée principalement à l'évaluation des processus de transition au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel en 2024. Ainsi qu'à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine et à l'élection du nouveau président en exercice de l'organisation communautaire. Le vice-président Kone Tiemoko Melie a eu un entretien ce samedi avec le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Et on reste en Guinée-Bissau. Hier samedi, la commission des affaires économiques de la CEDEAO, dirigée par l'Ivoirienne Massandje Torelitse, a lancé le label de qualité de la sous-région, un label qui vise à accroître la compétitivité des entreprises et à préserver la santé des consommateurs. Son nom est Cocmark. On en sait plus avec notre envoyé spécial en Guinée-Bissau, Mama Traoré. Le processus de mise au point du label de certification de la qualité des produits fabriqués dans l'espace CEDEAO a démarré en 2010 pour prendre fin en 2021. Baptisé EcoQMark, il vise à améliorer la compétitivité des entreprises locales. Le consommateur gagne en sécurité. Comme toute autre marque que vous avez dans le commerce, je pense aux marques NF pour la France ou CE pour les produits européens, quand vous verrez ce logo
sur un produit, vous pouvez être sûr que vous êtes en train d'acheter des produits de qualité. Produits selon certaines normes sanitaires qui respectent des normes environnementales. Lancé ce 8 juillet à Bissau, le label qualité de la CEDEAO sera exclusivement délivré par les organismes nationaux de certification, eux-mêmes préalablement mandatés par la CEDEAO. En Côte d'Ivoire, ce sera l'affaire de Codinorm. Pour l'heure, aucune contrainte n'est imposée aux entreprises pour voir leurs produits estampillés Ecocumark. On va faire beaucoup de sensibilisation dans nos États membres parce que cette marque elle est exclusive à la CEDEAO. Dans les États membres, auprès du secteur privé, auprès des industriels, pour que chacun s'approprie ce concept et qu'on puisse, à l'instar des autres régions dans le monde, avoir ce label-là apposé sur les produits fabriqués dans notre région. La mise au point de Ecocumark s'est faite avec le concours technique de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, UNIDI, et l'appui financier de l'Union européenne à travers le projet Compétitivité et Infrastructure Qualité de l'Afrique de l'Ouest. Reportage de Mahama Traoré, retour en Côte d'Ivoire, direction à présent le siège de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire qui était en assemblée générale pour le bilan de ses activités au titre de l'année 2022. Le rapport moral et financier du conseil d'administration, celui du commissaire aux comptes ont été présentés pour approbation à l'ensemble des membres de cette confédération. Abdoulaye Koné. L'année 2022 écoulée, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire dresse le bilan de ses activités. C'est à travers une assemblée générale ordinaire et extraordinaire que son président a égrené son chapelet d'action, non sans évoquer les effets pervers de la crise économique, tels que la Covid-19, la guerre en Ukraine et le resserrement de politique monétaire des pays avancés. Toujours selon le président de la CGCI, le bilan de l'année 2022 s'avère satisfaisant. Les comptes ont été approuvés à l'unanimité, ce qui montre une bonne gestion de nos ressources. Mais comme vous savez, dans toute organisation, une organisation elle est dynamique. Donc il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on essaie de régler par rapport à l'actualité, par rapport au monde qui bouge. Ce qui nous a amené aujourd'hui à tenir une assemblée mixte, une ordinaire et une extraordinaire. Au cours de ces assises, les échanges auront permis de franchir de nouveaux paliers pour un patronat beaucoup plus dynamique et au service de ses membres. Ce qu'on peut noter, c'est la volonté et la vision du président Ahmed Cissé de mettre son mandat sous le sceau du développement des entreprises. Véritablement, il a à cœur de remettre au goût du jour la question des champions nationaux. Ça nous ravit. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire est l'une des organisations patronales les plus représentatives du pays. Elle compte un peu plus de 3500 entreprises identifiées à travers un réseau de 28 groupements professionnels et associations de tous les secteurs d'activité. Et puis, madame, monsieur, selon une enquête récente de l'Institut spécialisé dénommé Arms Survey, plus d'1 milliard d'armes légères et de petit calibre circulent dans le monde, plusieurs centaines de millions en Afrique. Conscient de la menace, le gouvernement de Côte d'Ivoire a mis en place un programme de lutte contre la circulation des armes légères de petit calibre à la faveur de la Journée internationale de destruction des armes légères de petit calibre célébrée ce 9 juillet. Le gouvernement s'est exprimé via le ministre de l'Intérieur, Walter Amadou Ouattara. Le programme de lutte contre la circulation illicite des ALPC, armes légères de petit calibre, veut davantage obtenir des résultats. Le général de corps d'armée, Bagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, mobilise les services engagés dans le combat. En interaction avec l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux, agir avec détermination pour l'avènement d'un monde sans violence armée. Nous n'avons pas d'autre choix, car selon une enquête récente de l'Institut spécialisé Small Arms Survey, plus d'1 milliard d'armes légères de petit calibre sont en circulation dans le monde. L'insécurité qui en découle entraîne des délocalisations d'entreprises et des pertes d'emplois quand la dissémination de ces armes retarde la résolution des conflits. Le 9 juillet, Journée internationale de destruction des armes légères,
et de petit calibre est l'occasion choisie pour réaffirmer la position du gouvernement de Côte d'Ivoire qui ambitionne d'éradiquer l'existence et les impacts des ALPC. Sous la très haute autorité de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est attelé à mettre en œuvre un plan d'action. La réalisation de ce plan d'action a permis à la Comnat ALPC de collecter et détruire à ce jour 24 345 armes. Mais nous savons que nous ne pourrons réussir l'objectif de 0 armes légères de petit calibre qu'avec votre appui, l'appui de la société civile, des partenaires techniques et financiers. Je voudrais donc vous inviter à vous approprier le combat engagé par le gouvernement pour éradiquer les armes légères et de petit calibre dans nos pays. Le ministre fait remarquer également que 85% des armes en circulation dans le monde sont détenues par des civils contre 15% par des forces de défense et de sécurité régulières. À Abbeville, plus de 500 jeunes formés à divers métiers ont reçu leur parchemin de fin de formation. Issus du lycée professionnel des métiers d'Abbeville, ils se disent prêts à aller à l'assaut du monde professionnel pour assurer leur insertion professionnelle et leur autonomisation. Astou Touré Daniogo. Démonstration culinaire dans cette salle. Au menu, préparation d'une vinaigrette pour personnes sédentaires. Nous sommes en cours de nutrition. Dans cette autre salle, le cours de puériculture bat son plein. Ces jeunes font partie des 700 apprenants formés au sein de cette école. Formation terminée, parchemin en main, cette étape marque le début d'une nouvelle ère pour l'épanouissement de ces jeunes femmes et lutter ainsi contre la pauvreté. Cette formation va nous permettre de s'insérer dans le tissu social et elle nous permettra aussi d'être autonomes. Car le premier mari de la femme, c'est le travail. 2023, année de la jeunesse, les jeunes entendent pleinement profiter pour asseoir leur autonomisation après cette formation enrichissante. J'encourage aussi aux parents d'élèves à inscrire les enfants ici, femmes comme garçons, à bénéficier de cette opportunité pour que demain, les enfants puissent être autonomes. Depuis 10 ans, l'école professionnelle d'Abbeville forme au métier du social. L'école épouse la vision de Monsieur le ministre qui a deux grandes visions. L'école de la deuxième chance, donner la chance à tous les élèves et toute la jeunesse qui n'a pas eu la chance de bénéficier d'une formation pour faciliter leur insertion. Une action encouragée par Mohamed Dambélé, parrain de cette 47e promotion. Ces futures dames vont exercer le secteur du commerce, mais c'est très important en tant que président des commerçants de Côte d'Ivoire, joindre l'image de notre corporation à ces jeunes dames, les soutenir pour qu'elles puissent avoir des insérations au niveau national et international. À ce jour, plus de 500 jeunes filles exerçant dans ces divers métiers ont pu bénéficier de cette offre de formation. Direction la région du Nzi, où au terme de la 3e session ordinaire du Conseil régional, de nouveaux objectifs pour le développement ont été fixés. Objectifs définis à travers un programme triennal 2024-2026 pour un budget de 6 milliards de francs CFA. Victorine Yaoyoboué. Le budget du programme triennal 2024-2026 du Conseil régional du Nzi est estimé à plus de 6,5 milliards de francs CFA. Ce budget est en hausse de 5% comparativement à l'exercice précédent. L'objectif étant le développement harmonieux du Nzi, les élus de la région ont défini une feuille de route prenant en compte les aspirations profondes de leurs administrés. Ce sont entre autres l'accès à l'eau potable, l'électrification villageoise, la maintenance des voiries et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Le Conseil régional a tiré des leçons de l'exercice passé. Il exige en conséquence une meilleure exécution des marchés pour l'atteinte de ces objectifs. On se rend compte qu'il y a des défaillances. Comme on ne peut pas perdre le temps, il y a donné des instructions fermes pour qu'on respecte les délais. Une fois qu'on a notifié que le marché a été attribué à Tantampion, et ce Tantampion a un délai d'exécution. À défaut, on écrit à la direction régionale des marchés publics pour procéder à sa résiliation et faire une autre attribution. Comme avant-goût aux actions en faveur de la gente féminine du Nzi,
le président du conseil régional a remis des présents à une cinquantaine de femmes de 4 villages de Bokanda. En retour, les femmes de Bokanda prennent l'engagement de veiller à la cohésion et à la paix pour le développement continu de la région d'Unzi. À Méagui, une société coopérative fait don de 3 salles de classe, un centre de santé à diverses localités villageoises. Cette coopérative désire ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de vie des habitants de ces localités. Patricia Omouetia. Don d'infrastructures de base de la coopérative agricole à la population. Il s'agit de centres de santé construits dans le village de Touadji 1, d'une cantine scolaire et de broyeuses. Le but est d'améliorer les conditions de vie des populations et des membres de la coopérative. Notre objectif principal, c'était vraiment le bien-être de nos producteurs. Et Dieu faisant, vraiment, nous avons pu réaliser des écoles, nous avons fait des forages, presque dans toutes nos sections déjà. Nous avons construit une maternité, un dispensaire à Touadji 1 et un autre dispensaire avec maternité à Yititouadi. Vraiment, nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé et qui sont venus nous soutenir. Avec ces réalisations, comment ne pas encore dire merci une fois de plus, nos membres et à Dieu qui nous a donné toute cette force, toute cette énergie et surtout les moyens. Mais nous voulons encore dire merci, merci à tous nos partenaires. On a vu qu'à travers les chiffres, qu'ils ont beaucoup mis l'accent sur le social. Et donc nous les avons félicités et leur demandé de continuer sur cette voie. Et nous avons vu également les chiffres en termes de rentabilité. Donc ils ont fait des excédents importants. Des excédents importants qui montrent que c'est une coopérative vraiment performante qui est lancée sur le chemin de l'excellence. Des actions qui visent à long terme à améliorer la vie dans les villages. La coopérative agricole de Méagui, à travers toutes ces réalisations, s'est engagée dans l'amélioration des conditions de vie de ses membres. Après l'effort, la récompense. Les meilleurs élèves du primaire et du secondaire de la commune de Hara ont été honorés au cours d'une cérémonie de distinction qui s'est tenue sur l'esplanade du centre culturel de la ville. La cérémonie organisée par la mairie et la mutuelle pour le développement intégral d'Hara. Franck Quadio nous en parle. À Hara, centre du pays, la commune et la mutuelle pour le développement intégral d'Hara Mudiara célèbrent le mérite et l'excellence. Les meilleurs élèves des cycles primaires et secondaires de l'année 2022-2023 au niveau scolaire dans le département d'Hara, région du Moronou, sont honorés, et ce pour promouvoir une saine émulation. Aujourd'hui, je suis superbement heureuse d'avoir eu ce prix et j'invite tous mes amis des autres régions à faire pareil comme moi. Pour ceux qui ne seront pas récompensés aujourd'hui, je souhaite à ce que vous fassiez de votre mieux pour être récompensés l'année prochaine. On peut être pauvre, ne pas avoir un héritage à laisser à ses enfants, mais quand on les a éduqués correctement, on a fait sa part. Avec l'éducation que l'enfant a eue, il peut maintenant s'insérer dans le tissu social. La mairie et la Mudiara s'engagent à poursuivre sur cette lancée la promotion de l'excellence au niveau des établissements de la région du Moronou. Nous avons convenu de récompenser les meilleurs élèves afin que cela serve d'école aux autres et surtout d'accroître nos résultats au niveau scolaire. L'Ivoirien nouveau, c'est ce qu'on vient de vivre. La bonne graine pour avoir les bons fruits demain. La Côte d'Ivoire a besoin de se régénérer de génération en génération et de telles manifestations doivent être recopiées et amplifiées sur toute l'étendue du territoire national. Merci aux enseignants et aux parents à qui on a prodigué des conseils parce qu'on a vu que la moisson est bonne. Ce sont au total plus de 150 élèves qui ont été récompensés. Ces lauréats sont répartis avec des fournitures scolaires et des ordinateurs de dernière génération. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, offre des équipements informatiques à la direction des cantines scolaires, 10 ordinateurs de bureau, 8 ordinateurs portables, 2 imprimantes réseau, une photocopieuse et puis 58 tablettes. Une action qui s'inscrit dans le cadre du processus de renforcement du dispositif de suivi et évaluation des activités des cantines scolaires, dont réceptionné par la ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, Mariette Okoné. Reportage. Le PAM, Programme alimentaire mondial, accompagne les efforts du ministère de l'Éducation nationale dans le maintien des tout-petits à l'école à travers l'amélioration des conditions de fonctionnement des cantines.
Entamée depuis 1989, cette collaboration est au beau fixe. La preuve, l'organisation offre des équipements informatiques à la direction des cantines scolaires. Le don, donc vous voyez une partie ici, est composé de 10 ordinateurs de bureau, 8 ordinateurs portables, 2 imprimantes réseau, un photocopieur et 58 tablettes pour le renforcement du dispositif de suivi et évaluation. Le PAM est convaincu que l'amélioration des conditions de travail et d'intervention des agents de la direction des cantines scolaires contribue à l'amélioration de la qualité des services rendus aux enfants des zones vulnérables. Réceptionnant symboliquement une partie des dons, Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, souligne l'importance de l'acte en faveur des écoliers du pays. Le soutien et l'engagement constant du PAM ont permis l'amélioration du taux de fréquentation, notamment celui de la jeune fille, et la réduction du taux d'abandon dans les écoles où il y a au moins une cantine. Avec un taux de couverture nationale estimé à 40%, la Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de 5000 cantines scolaires. En 1989, le pays en dénombrait 277. Un reportage de Walter Amadou Ouattara. Les organisations de défense des droits des femmes et réseaux de Côte d'Ivoire viennent de se doter d'une cartographie en vue d'accroître leur visibilité et travailler en synergie à partir d'un vaste répertoire. C'était au cours d'un atelier qui a mobilisé la présence d'organisations et partenaires techniques et institutionnels, organisations de la société civile. Jean-Marc Tchadji. La cartographie des organisations de défense des droits des femmes et réseaux en Côte d'Ivoire, ODDF et réseaux. Le projet qui procède de longues consultations avec les ODDF et réseaux prend aujourd'hui corps. Notre association sera plus visible et sera plus connue et va permettre aux personnes en situation de handicap de savoir où s'orienter en cas de difficulté dans leur vécu quotidien. Cette cartographie permettra de mettre en place une base de données pour une meilleure connaissance et une solide synergie d'action entre organisations de défense des droits des femmes et réseaux. Organisations partenaires techniques, financiers, institutionnels et organisations de la société civile se félicitent de cette plateforme numérique qui fera l'objet d'une campagne de communication pour sa vulgarisation. C'est un outil qui est utile non seulement pour les organisations de la société civile, mais également pour les partenaires techniques et financiers. Et au niveau du ministère également, cet outil-là est très important parce que ça permet d'avoir une cartographie de toutes les organisations qui travaillent sur les questions de genre et d'équité en Côte d'Ivoire. L'Impact, ça va être une société civile avec des organisations de défense des droits des femmes qui vont être plus efficaces dans leur plaidoyer auprès des femmes pour que les femmes connaissent leurs droits, auprès des autorités nationales. Les ODDF et réseaux sont les organisations locales de défense des droits des femmes et des filles, particulièrement celles qui sont marginalisées et vulnérables. Et puis dans ce journal, ce moment d'allégresse partagé par plus de 1000 femmes à la place publique d'Adjamé-Bingerville, des femmes célébrées par le député maire de Bingerville, Issouf Doumbia, pour leur soutien incommensurable. Davis Oyo, Abdoulaye Koné. Une cérémonie de reconnaissance aux allures de fête des mères. Plus de 1000 femmes, issues de plusieurs associations de la localité de Bingerville, ont été célébrées à travers une journée à leur dédiée. La cérémonie initiée par le député maire a permis à chaque femme de recevoir des cadeaux composés essentiellement de bonbonnes de gaz, de matelas et de divers articles. Je suis très contente parce que je suis célébrée. Parce que la femme, elle est tout. Elle est le pilier du foyer. Une journée merveilleuse, une grande journée. Nous ne pouvons que dire merci à notre fils. Ce geste du premier magistrat de la commune vise à exprimer sa gratitude aux femmes pour leur soutien indéfectible à son égard. En 2016, c'est elles qui ont porté notre candidature jusqu'à ce jour. Donc il était important pour nous en tant que conseil municipal de marquer un point et de magnifier aujourd'hui au moment de Bingerville. Sketch, sensibilisation à la cohésion sociale et prestations d'artistes ont donné un cachet spécial à cette fête de la reconnaissance. Et puis le vice-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, engagé pour l'union et la paix entre les élus et cadres du département de Niakara. Au complexe sportif de la localité, il leur a demandé de faire de la cohésion et du rassemblement le socle de l'essor économique et social de Niakara, une mission de cohésion et d'union confiée au chef traditionnel et guide religieux du département, Soro Corona.
Faire de la cohésion et de l'union des élus et cadres le ciment du développement socio-économique du département de Niakara, région du Hambol. C'est le défi que veut relever le vice-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Guibé-Songui Ndatien-Sévirin, fils de la localité. Au complexe sportif de la commune, le vice-gouverneur a partagé sa vision aux élus et cadres, aux responsables des jeunes, des femmes, des chefs traditionnels et des guides religieux. Le maire et le porte-parole du chef canton de Niakara adhèrent déjà à cette vision. Il a même parlé de la réconciliation de tous les fils et des filles de Niakara. Notre vœu d'organiser cette cérémonie, c'était aussi de voir unir les fils, les cadres et les élus. Les cadres sont là pour rendre service à la population, à leur département. S'ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas rendre ces services. Ils sont obligés d'être unis. Pour accompagner l'engagement des garants des us et coutumes, le vice-gouverneur a équipé le siège de la chefferie traditionnelle en chaise. Guibé-Songui Ndatien-Sévirin appelle les filles et fils de Niakara à s'engager dans cette nouvelle dynamique d'union, de paix et de développement. Ensemble, main dans la main désormais, nous puissions continuer à impulser le développement de Niakara. Que nous puissions ensemble montrer que dans l'union, dans le rassemblement, dans la cohésion, nous sommes forts. Et nous pouvons soulever des montagnes. Et nous pouvons réaliser l'irréalisable. Et nous pourrons aller encore plus loin ensemble. Cette journée de la remobilisation des élus et cadres pour le développement de Niakara a été ponctuée par la récompense des personnes âgées du département. Planification familiale et prévention SIDA, c'est le nom d'un programme qui a été mis en œuvre de 1995 à 2021. Il a permis de réduire l'incidence de l'infection à VIH-SIDA et d'améliorer la santé reproductive en Côte d'Ivoire, piloté par l'agence ivoirienne de marketing social avec l'appui de la KfW à travers la coopération allemande. Ce programme est à son terme. Godefroy Okambawa. 25 ans maintenant que le programme de planification familiale et prévention du VIH-Sida est mis en œuvre par l'agence ivoirienne de marketing social. La Côte d'Ivoire et l'Allemagne conviennent en 1995 pour une durée de 25 ans de la réalisation de ce programme afin de stabiliser le niveau de la santé sexuelle reproductive et surtout susciter l'utilisation des préservatifs. 25 ans après, ce programme qui arrive à son terme a permis de répondre aux défis liés à la santé sexuelle. La prévalence contraceptive des méthodes modernes s'est trouvée accrue, de même que la disponibilité des préservatifs a été améliorée. Et donc on peut dire au terme de ces 25 années d'intervention que c'est un programme qui a atteint tous les objectifs qui lui ont été assignés. On est en négociation avec le gouvernement de chercher un peu le secteur privé qui va s'engager là-dedans, donc de dynamisation du secteur privé dans la lutte contre le VIH et le planning familial. La tutelle s'engage à renforcer les acquis, surtout dans la prévention de la santé mère-enfant. Le ministère est en train de mettre en place un système important, on appelle plan Marshall de lutte contre la mortalité maternelle et faire de telle sorte qu'en Côte d'Ivoire, d'ici 2030, nous arrivions à faire baisser de façon drastique la mortalité maternelle et atteindre 70 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2030. Durant 25 ans, plus de 50 milliards ont été alloués à ce programme. Il a bénéficié de l'appui de la KfW. Et dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, au moins 16 volontaires pour la défense de la patrie et des civils ont été tués au cours d'une attaque dans une localité à une trentaine de kilomètres à l'est de Boulsa. C'est le village de Kok-Sablego qui a été la cible de cette nouvelle attaque. Les assaillants ont incendié également le marché et les boutiques. Les victimes ont été inhumées hier samedi dans la commune de Boulsa, dans la région du centre-nord. Et toujours dans l'actualité internationale, ce hurrah pour le Maroc, champion depuis hier samedi de la CAN 2023 des U23 au bout d'une finale intense contre l'Égypte. Les Marocains ont fini par s'imposer sur le score de 2-1 dans l'ambiance très chaude du stade Moulay Abdallah de Rabat. Les Lionceaux de l'Atlas se sont donc adjugés le premier titre de leur histoire dans cette compétition. D'abord menés au score, les Marocains sont revenus de loin pour s'imposer en prolongation.
Place à présent au magazine de ce dimanche. Ce magazine portera sur la composante insertion professionnelle et emploi des jeunes du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Les régions concernées, à part ce programme, rappelons-le, sont la Bagoué, le Bounkani, le Folon, le Kamadougou, le Poro et le Tchologo. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique nous a rejoint sur ce plateau. Monsieur Touré Mamadou, bonjour Monsieur le ministre et merci de nous avoir rejoint à nouveau sur ce plateau. Bonjour à nouveau. Alors Monsieur le ministre, cet entretien sera mené sous deux angles. En premier, nous évoquerons les acquis de ce programme et en second lieu, nous parlerons de ses impacts et de sa mise en œuvre sur les populations concernées avec bien sûr des questions de compréhension. Alors Monsieur le ministre, qu'est-ce que nous devons savoir de ce programme que nous ne savons pas encore ? D'abord, ce que vous savez, en 2022, en janvier, le 22 janvier 2022, le Premier ministre Patrick Hachi a lancé le PS-Gouv, mais plus particulièrement donc son axe 1 sur la vulnérabilité contre la vulnérabilité des jeunes dans les zones frontalières, notamment les 6 régions qui ont frontière avec le Mali, dans le cadre de la stratégie gouvernementale de lutte contre le terrorisme, puisqu'à côté de l'indispensable réponse militaire, il était question, sur l'orientation du chef de l'État, d'apporter une réponse sociale. Vous avez des zones qui étaient très pauvres, le niveau de pauvreté était quand même très important dans ces zones, totalement enclavées, pas d'opportunités sanitaires pour ces populations, pas d'accès même au réseau de téléphonie mobile, pas de route, des jeunes qui étaient dans une situation de précarité et qui pouvaient être des proies faciles. Donc ce programme a été lancé, il visait pour la seule année 2022 à impacter 22 000 jeunes, un peu plus de 22 000 jeunes. Au 31 décembre, donc, nous avons fait donc, le bilan qui a été fait au cours d'un atelier à Korogo le 31 mai dernier. C'est un peu plus de 23 894 jeunes qui ont été impactés dans ces régions, dans différents programmes. D'abord des programmes de formation en apprentissage, puisqu'il s'agissait aussi de donner des formations qualifiantes à des jeunes qui pourraient s'installer et faire des métiers. Des formations de reconversion, des financements des activités génératrices de revenus, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui ont permis à des jeunes dans des communes ou même en milieu rural de mener des actions communautaires, entretien de routes, entretien du bâtiment administratif. Mais cela a beaucoup impacté les collectivités territoriales. On a eu beaucoup de témoignages de maires qui disent donc avoir vu leur ville impactée ou en sous-préfecture, donc l'impact sur l'administration. Et notons que 265 milliards ont été mobilisés justement dans le cadre de ce projet. Non, les 265 milliards, c'est pour l'ensemble des interventions du gouvernement. D'accord. Puisque la composante, l'axe 1 a plusieurs composantes. Il y a le volet insertion professionnelle donc des jeunes, mais il y a aussi les actions pour accéder donc à des infrastructures pour ces populations, l'eau, l'électricité, les routes. Et c'est toute l'intervention donc de l'État dans le secteur éducation, des routes, l'électricité qui vaut 265 milliards de francs CFA. On pourra en parler. Alors, Monsieur le ministre, parlons justement de ces composantes. Ce projet, comment est-il déployé par rapport à ces composantes? Comment ces composantes ont été choisies puis définies? Alors, la particularité de ce projet, c'est que nous avons impliqué des acteurs locaux. D'ailleurs, vous devez savoir que la gouvernance de ce programme au niveau local, les comités mis en place sont présidés par les préfets de région et les préfets des départements. Ensuite, nous avons associé les collectivités territoriales. Déjà, sur l'identification des secteurs porteurs, des opportunités pour lesquelles ils estimaient que ces jeunes pouvaient avoir une véritable chance d'insertion. Et donc, après avoir regardé avec les élus locaux, les préfets, les jeunes eux-mêmes, les communautés villageoises, etc., les services techniques du ministère, en lien avec les services techniques d'autres ministères sectoriels, tels que l'enseignement technique et autres, ont travaillé donc à formuler donc des projets, des programmes, dans différents programmes, comme je l'ai dit, formation de reconversion, apprentissage, TIMO, financement des activités génératrices donc de revenus, association villageoise d'épargne des crédits. Et ça, je peux vous dire, c'est l'une de mes satisfactions parce que nous visions 3000 personnes. 3000 personnes au départ. 3000 personnes pour les AVEC, dans 120 villages. Mais à la fin, nous sommes arrivés à 240 villages dans les 6 régions impactés pour 6000 personnes. Alors, sur les raisons qui ont justement motivé la mise en place de ce projet, il y a aussi le facteur sécurité. Voilà, vous l'avez dit à l'instant, des jeunes, il faut justement les intéresser afin qu'ils ne soient pas tentés justement de se laisser corrompre par les marchands de rêves concernant bien sûr les djihadistes. Alors, dites-nous, comment ces jeunes-là réagissent concrètement à ce projet depuis son lancement? Mais on a eu beaucoup de retours. Déjà, moi-même, j'ai piloté une mission de terrain avec tous les partenaires techniques
Vous faites de la proximité avec ces jeunes? Beaucoup de proximité. On a été dans la plupart de ces régions, discussion avec les jeunes pour voir leur ressenti, leur retour d'expérience. Mais vous avez beaucoup de confrères qui ont été sur le terrain. J'ai vu aussi que toute cette semaine, beaucoup d'organes de presse ont été sur le terrain, ont fait témoigner des jeunes, ont vu l'impact de ces programmes. Nous avons eu la presse internationale aussi qui a été donc sur le terrain, etc. Pour nous, il était important que ce programme réussisse. Il était important que ce programme ait un impact réel. Puisque je veux dire que l'objectif, c'est que ce programme vise à compléter le dispositif donc, de lutte contre le terrorisme dans son volet social et faire en sorte que ces jeunes sortent de la vulnérabilité, de l'extrême pauvreté et qu'ils ne soient pas des proies faciles. Je peux dire que par rapport aux objectifs qui nous ont été assignés, nous avons réussi. Mais ce n'est pas encore suffisant. C'est pour cela que pour la deuxième année, nous allons passer à l'échelle. Je vous dis que pour l'année 2023, initialement, c'était 14 000 jeunes qui devaient être impactés. Mais vu que le chef de l'État a décidé que cette année est l'année de la jeunesse, ce sont plus de 30 640 jeunes qui seront impactés. Donc, nous avons quasiment plus que doublé l'objectif pour l'année 2023. Et ces 30 640 jeunes viendront s'ajouter aux 23 000 qui sont déjà impactés. Alors, parlons d'action sur le terrain. Je vous invite à suivre ensemble cet élément réalisé par Kader Sogodogo qui nous renseigne de ce qui s'est justement passé cette semaine. Sekongo, titulaire depuis 2018 d'un BTS en agriculture, son rêve de s'installer à son propre compte est devenu une réalité grâce au programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord pour éloigner la jeunesse du tourbillon du djihadisme en cours dans les pays voisins. Le volet insertion professionnelle est doté d'une enveloppe globale de 9 663 millions de francs CFA. Sekongo a pu avoir sa part pour réaliser son rêve. J'ai eu ce financement à hauteur de 3 millions de francs CFA. Depuis le mois de mars 2023, l'argent était déjà disponible sur mon compte. Les poulets aujourd'hui, qui sont donc à leur 12e jour, très fiers. Une ferme avec une résidence construite, dotée de panneaux solaires et d'un puits. Sur l'espace, tomates, courgettes, choux, gombo et autres vont bientôt pousser. De nombreux jeunes des régions du Poro, de la Bagoué, du Kabadougou, du Folon, du Bunkani et du Kyologo vivent ainsi leur rêve. Pour une cible initiale de 22 912 personnes vulnérables, ce sont au total 23 892 qui ont bénéficié du projet dans la première phase. La phase 2 viendra faire le bonheur de tous ces jeunes. Nous sommes vraiment émus et sommes impatients que la deuxième phase soit vraiment active pour que cette jeunesse-là puisse encore démontrer son sens de responsabilité. 12,3 milliards de francs CFA, c'est le montant de la phase 2. La cible, 30 632 bénéficiaires. Monsieur le ministre, cet élément de notre reporter Kader Sogodogo illustre parfaitement ces exemples de jeunes qui sont sur le terrain et qui bénéficient justement de ce programme. Alors, pour ceux qui sont désireux de justement pouvoir en bénéficier et qui ne savent pas à quelle porte frapper, comment doivent-ils s'y prendre? Déjà, nous venons de lancer la seconde phase avec le ministre d'État, le ministre donc de la Défense. Et normalement, depuis vendredi, la seconde phase est lancée. Et donc, tous ces jeunes peuvent s'inscrire. Quels sont les critères de sélection? Mais d'abord, il faut être jeune. Ensuite, il faut être résident. Et la jeunesse, excusez-moi de vous couper, la jeunesse, vous la définissez de quel âge à quel âge? Normalement, c'est de 16 à 35 ans. Mais compte tenu des années de crise, nous avons remonté l'âge jusqu'à 40 ans. Donc, on prend en compte toutes les personnes qui ont entre 16 et 40 ans. D'abord, il faut être jeune. Ensuite, il faut résider dans l'une des 6 régions ou dans une localité dans de ces 6 régions. Et puis, en fonction des besoins, selon que vous avez besoin de renforcement des capacités pour apprendre un métier, vous installer, vous avez le guichet donc, de formation ou le guichet d'apprentissage. Selon que vous n'avez aucun niveau et que vous voulez intégrer le tissu économique, avoir un minimum de revenus, vous avez dans un premier temps les TIMO. Mais en plus des TIMO, vous avez une formation, donc une formation en entrepreneuriat qui vous permet donc de vous installer à votre propre compte. Et selon que vous êtes porteur d'une idée de projet, vous pouvez accéder à des financements, comme le jeune qui a été présenté tout à l'heure, pour accéder à ces financements. Alors, vous avez les guichets emploi, vous avez l'agence régionale de l'agence emploi jeune, vous avez les préfectures. Avec mon collègue de l'Intérieur, nous avons décidé, pour impacter plus les jeunes en sous-préfecture, de faire en sorte que toutes les sous-préfectures sur l'ensemble du territoire national, mais particulièrement dans ces zones, soient des points de contact pour ces jeunes. Donc,
toutes nos offres seront disponibles dans les sous-préfectures, permettant donc à des jeunes qui sont éloignés et donc des villes de pouvoir accéder aux sous-préfectures et avoir donc la possibilité de s'inscrire ou avoir des informations sur ces programmes. Monsieur le ministre, comment intéresser ces jeunes à ce programme? Souvent, il y a des programmes qui sont lancés et qui existent. Les jeunes le savent, mais ils ne savent pas toujours à quelle porte frapper, l'interface directe. Non, mais c'est la sensibilisation. Et je me réjouis aujourd'hui du travail du corps préfectoral. Vous savez, nous avons dans notre stratégie décidé de nous appuyer sur le corps préfectoral, qui est outillé pour. Et ensuite, nous avons les communautés villageoises, les leaders d'opinion, les associations, en plus donc de la communication sur les radios de proximité. Donc aujourd'hui, ces informations passent par ces canaux. Il faut maintenant que les jeunes eux-mêmes aussi se lèvent, se battent pour aller saisir les opportunités que le gouvernement mobilise aujourd'hui. Et ce programme est une réalité. Vous savez, je regarde avec beaucoup de satisfaction ce que vous dites, mais beaucoup de médias aujourd'hui, même à l'international, vendent ce programme qui se fait dans notre pays avec des résultats probants. Et donc, s'il y avait encore des jeunes qui étaient sceptiques sur l'effectivité de ce programme, je pense qu'ils en ont là la preuve. Et donc, il faut maintenant qu'ils se lèvent et qu'ils aillent donc dans les sous-préfectures, dans les guichets emploi pour aller s'inscrire. Nous avons aussi des équipes mobiles parce que vous avez des villages très reculés. L'idée aussi, c'est d'aller donc au plus fond de ces territoires, dans des équipes mobiles, et ça a été fait dans la première phase, se déplacent dans les villages les plus reculés pour enrôler donc des jeunes qui sont aptes à participer à des programmes. Monsieur le ministre, en considérant qu'aucune œuvre n'est parfaite depuis que ce programme a été lancé, quels sont les manques à gagner que vous avez enregistrés? Il y en a quand même. Écoutez, pas d'insuffisance, aucun problème? En termes de taux de réalisation, nous sommes à 104%. Le budget a été bien exécuté. Maintenant, il se trouve que sur certains programmes, il y a des améliorations à faire. Quand je vous prends les TIMO, par exemple, 80% donc, des bénéficiaires des TIMO sont des jeunes filles. Donc, on a donc, les jeunes hommes qui sont enclins à ne pas ou ne veulent pas faire donc, les TIMO. Donc ça, il y a vraiment un travail à faire. Vous avez eu quelques abandons, donc en cours de parcours, des jeunes qui ont abandonné. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier ces abandons? Est-ce qu'il y a un suivi après pour savoir pourquoi ces jeunes ont jeté l'éponge alors que toutes les opportunités s'offrent? Mais c'est justement parce que nous avons mis en place un dispositif de suivi que nous avons donc pu avoir ces informations. Mais certains abandonnent d'eux-mêmes. Des jeunes qui sont en formation, qui après quelques temps existent. Mais il reste encore c'est un nombre très résiduel. Donc vous verrez que sur les 22 000, plus de 22 000 personnes à impacter, nous sommes à plus de 23 000. Un engouement certain. Et donc, l'atelier bilan qui a été fait du 31 mai au 2 juin à Korogo, avec l'ensemble des membres du corps préfectoral et tous les techniciens de tous les ministères sectoriels impliqués, a permis donc de regarder donc ces aspects-là et puis donc de prendre les mesures nécessaires. Vous avez aussi une innovation qui sera apportée, c'est l'implication des sous-préfets. Parce que le gouvernement, le chef de l'État a signé un décret mettant en place les conseils sous-préfectoraux. Et ces conseils regroupent essentiellement les communautés villageoises, les leaders d'opinion, associations de jeunes, etc. Nous avons décidé, pour plus de proximité, de nous appuyer sur les sous-préfets pour continuer l'action donc, en faveur donc, des jeunes dans ces régions. Mais ça sera le cas dans toutes les régions du pays pour tous les programmes que nous allons mettre en place. Puisque l'objectif pour nous, c'est qu'en cette année de la jeunesse, il n'y ait pas une seule sous-préfecture en Côte d'Ivoire où des jeunes n'aient pas été impactés par l'action gouvernementale. Donc la stratégie aujourd'hui de nous déployer avec nos structures et avec donc, le corps préfectoral vise à faire en sorte qu'au 31 décembre prochain, il n'y ait pas une seule localité dans notre pays où il n'y ait pas de jeunes impactés par le programme. Et il est prévu des sessions d'évaluation pour justement mesurer l'ampleur de ce programme sur le terrain, n'est-ce pas? Oui, la première session d'évaluation, c'est celle qui a été faite du 31 mai au 2 juin. Avec, comme j'ai dit, le corps préfectoral, avec nos partenaires techniques et financiers, parce que nous bénéficions aussi donc, de l'appui de la Banque mondiale, de l'AFD, même si aujourd'hui, à plus de 80%, les financements le sont par l'État de Côte d'Ivoire, mais vous avez entre 15 et 16% des financements qui viennent des partenaires au développement. Et donc, ces évaluations ont été faites. Je vous ai dit que moi-même, au mois de novembre dernier, j'ai conduit une mission importante avec tous les partenaires traditionnels, PNUD, Banque mondiale, AFD, UNFPA. Nous avons été sur le terrain, nous avons été voir les jeunes avec les chefs d'agence de ces structures, nous avons échangé avec les jeunes, nous avons échangé avec le corps préfectoral pour nous assurer qu'effectivement, non seulement les ressources sont bien utilisées et que les impacts sont avérés. Alors, Monsieur le ministre, ces jeunes, ils vous suivent en ce moment. Beaucoup ont donc bénéficié, nombreux, parmi eux ont bénéficié de ces programmes. Et aujourd'hui,
Quand vous dites que vous êtes à mi-chemin satisfait de cette importante programme, enfin cette importante décision qui a été engagée par le chef de l'État concernant bien sûr le choix de 2023 comme année de la jeunesse, avez-vous le sentiment que ces jeunes vous suivront de bout en bout, peu importe les difficultés qu'ils rencontreront sur le terrain? Mais je l'espère, parce que ce n'est pas la seule affaire. Parce qu'ils ne comprennent pas toujours le même langage que vous utilisez. Est-ce que vous avez le sentiment que vous parlez leur langage? J'espère. Moi, je connais beaucoup avec eux. D'ailleurs, pour l'élaboration du PGGouv, avec 10 de mes collègues, nous avons eu des échanges sur instruction du Premier ministre avec les jeunes. Ça a été souvent des séances très longues. Mais au bout, nous sommes arrivés donc à recueillir les préoccupations des jeunes et d'échanger avec eux. Et le PGGouv est le reflet donc, de la contribution de 21 ministères sectoriels, mais surtout de la contribution de 307 organisations de jeunesse. C'est une première. Élaborer un programme, mais qui tient compte de l'aspiration donc des jeunes. Et je peux dire aujourd'hui, après 6 mois, d'ailleurs le bilan sera fait dans quelques jours, il sera validé d'abord par le Premier ministre en conseil de gouvernement et ensuite par le président de la République. Et ce bilan sera public. Et vous verrez que 1 milliard dégagé pour les start-up. Nous avons accompagné des structures start-up à l'étranger. Aujourd'hui, près de 35 000 jeunes en cours de recrutement pour des financements de projets. Merci, des Agora qui sont en train d'être construits, des centres de services civiques de Korogo, d'Adzopé. De grands projets pour les jeunes. Donc. Tout ce bilan se fera dans quelques jours. Et on verra au bout de 6 mois du PGGouv ce qui a été fait concrètement, secteur par secteur. Merci, Monsieur le Ministre, pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce magazine consacré ce dimanche à la composante insertion professionnelle et emploi des jeunes du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Nous recevions comme invité le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle du service civique à Touré Mamadou. Avec lui, nous avons parlé des acquis, de ses impacts et de sa mise en œuvre sur les populations concernées. Il s'agit bien sûr des jeunes, programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.